s'est déjà demandé comment un système comme ChatGPT fait pour comprendre, pour jongler avec des mots qui ont plusieurs sens. Ah oui, c'est vrai. Prenez mol, par exemple. Ça peut être l'animal, l'unité en chimie, ou même un grain de beauté. Pourtant, le modèle, lui, il a l'air de savoir de quoi on parle. C'est ça. Comment il fait pour saisir ce contexte? D'où ça vient, cette capacité? Bah justement, c'est la question clé. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer un peu ce fonctionnement interne et surtout un mécanisme qui s'appelle l'attention. On va s'appuyer pas mal sur les explications de la chaîne 3 Blue One Brown. Super chaîne, d'ailleurs. Oui, très pédagogique. L'objectif, c'est de voir un peu comment ces modèles, eh bien, ils décortiquent le texte pour vraiment saisir le contexte et puis prédire la suite la plus logique. Alors, allons-y. Souvent, l'idée de base, c'est ça. Prédire le mot d'après. C'est ça. Et pour ça, le texte est découpé en petits morceaux, les tokens. C'est des mots ou parfois des bouts de mots. Exactement. Et chaque token reçoit, disons, un point de départ, un vecteur initial qu'on appelle embedding. Ça représente un peu son sens de base. Un peu comme des coordonnées, hein, dans un espace abstrait où les directions pourraient signifier des concepts, genre masculin, féminin ou autre chose. Voilà, c'est une bonne image. Mais le problème, ou plutôt le défi, c'est que cet embedding de départ, il est identique, quel que soit le contexte. Ah, Que l'on parle de la mole unité chimique ou de la biopsie de la mole, eh bien, le vecteur pour mole est le même au début. Le contexte immédiat, il n'est pas pris en compte à ce stade. d'accord. Donc pour la nuance, c'est compliqué au départ. Exactement. Et c'est là qu'intervient ce fameux mécanisme d'attention à l'oreille. C'est lui qui permet aux embeddings de s'influencer mutuellement. Pour intégrer ce qui est dit autour. C'est tout à fait ça. L'attention, c'est la solution pour que le contexte modifie la représentation de chaque mot. Un peu comme si le modèle apprenait à surligner les mots importants autour. C'est une bonne analogie, oui. Pour simplifier un peu le fonctionnement, chaque embedding, il va générer 3 vecteurs spécifiques. Grâce à des matrices que le modèle a apprises pendant son entraînement, D'accord. ces 3 vecteurs sont la query, ou requête, la key, la clé, et la valeur. Query key value. OK. Imaginez la query comme une question que le mot pose. Quel contexte autour de moi est pertinent? Les keys de tous les mots, y compris lui-même, agissent comme des étiquettes qui disent « moi je parle de ça, je suis pertinent pour tel sujet ». Et la value. Et la value, c'est l'information que ce mot peut effectivement apporter si on décide qu'il est pertinent. C'est le contenu en quelque sorte. D'accord. Donc la query d'un mot va comparer son besoin d'info avec les étiquettes, les keys, de tous les autres mots, pour voir qui correspond le mieux. C'est ça. Ça se fait souvent avec une opération mathématique simple, le produit scalaire. Ça donne des scores de pertinence qu'on appelle scores d'attention. Ah oui, plus le score est haut, plus le mot est pertinent pour ma query. Précisément. Ensuite, il y a une étape importante. On normalise ces scores avec une fonction, la softmax. Ça transforme les scores bruts en poids. Des poids, c'est-à-dire. Des pourcentages, si vous voulez. Pour un mot donné, la somme des poids de tous les autres mots et de lui-même fera 1. Ça indique, pour comprendre ce mot-ci, il faut accorder 30% d'importance à ce mot-là, 15% à celui-ci, 5% à cet autre, etc. C'est ça le modèle d'attention. Compris. Et une fois qu'on a ces poids, comment on met à jour l'embedding? Eh bien, l'embedding final, celui qui est ajusté par le contexte, c'est une somme pondérée des values de tous les mots. On prend la value de chaque mot, on la multiplie par son poids d'attention et on additionne tout ça. Ah, astucieux. Du coup, l'embedding pour mot mole, s'il est entouré de mots comme dioxyde de carbone, il va être mis à jour très différemment que s'il est à côté de biopsie ou musaraigne américaine. Le contexte a activement changé sa représentation. Exactement. Pareil pour un mot comme tour. Si c'est tour Eiffel, l'embedding final sera différent de si c'est tour miniature. Le contexte guide la mise à jour. C'est fascinant. Et j'ai souvent entendu parler d'attention multitête ou multi-head attention. C'est quoi l'idée? C'est juste refaire la même chose plusieurs fois? Oui, mais en parallèle et de manière un peu différente à chaque fois. Imaginez qu'au lieu d'avoir un seul set de matrices pour créer query key value, on en a plusieurs. Chaque set est une tête d'attention. Et chaque tête fait son propre calcul d'attention. C'est ça. Elles travaillent toutes en parallèle avec des matrices différentes, donc elles apprennent à chercher des types de relations potentiellement différentes dans le texte. GPT-3, par exemple, utilise 96 têtes dans chaque couche. 96? Mm. Mais pourquoi autant? Quel est l'avantage?
Ça permet au modèle d'attraper différents types d'informations contextuelles en même temps. Une tête pourrait par exemple se spécialiser dans les relations grammaticales proches, une autre dans les liens sématiques entre des mots très éloignés dans le texte, une troisième sur autre chose. Ah d'accord. Ça donne plus de perspective sur le contexte. Exactement. Ça enrichit considérablement la capacité du modèle à comprendre les relations complexes. Donc, si on résume, l'importance de l'attention, c'est vraiment ce qui permet à l'information de voyager le long du texte. D'enrichir chaque mot avec ce qui est pertinent autour, même loin. C'est fondamental, oui. Sans ça, l'information resterait très locale. Pensez à un roman policier, comme l'exemple de la vidéo. Pour prédire le coupable à la fin, il faut peut-être connecter un indice de la page 10 avec un détail de la page 200. Et c'est l'attention qui permet ça. C'est l'attention qui rend possible ce flux d'informations sur de longues distances. C'était un des gros problèmes des modèles précédents, comme les RNN ou LSTM, qui avaient du mal avec ces dépendances très longues. Mais j'imagine qu'il y a un coût à tout ça. Ah oui, effectivement. Le gros inconvénient, c'est le calcul. Le nombre d'opérations pour l'attention, il augmente avec le carré de la longueur de la séquence de texte qu'on regarde. Le carré. Ça veut dire que si on double la longueur du contexte, le calcul est multiplié par 4. Exactement. Ça devient très vite énorme en termes de calcul et de mémoire nécessaire. C'est pour ça qu'il y a une limite à la taille du contexte que les modèles peuvent gérer efficacement. C'est un vrai goulot d'étrangement. D'accord. Donc, pour synthétiser, l'attention, c'est ce mécanisme super important qui permet au modèle transformer de peser dynamiquement l'importance des mots autour pour affiner la compréhension et faire des prédictions de texte qui nous bluffent parfois. C'est une excellente synthèse. C'est vraiment au cœur de leur performance. Après, il faut bien sûr garder en tête que ça reste une forme très sophistiquée de reconnaissance de motifs statistiques, pas forcément une compréhension comme un humain l'entendrait. C'est une nuance importante. Alors, l'attention gère le contexte, les relations entre les mots, mais où est-ce que le modèle stocke, disons, les connaissances factuelles? Les faits appris pendant l'entraînement, genre Paris est la capitale de la France. Les sources mentionnent d'autres parties du modèle, les blocs MLP, c'est ça? Oui, les MLP pour Multilayer Perceptrance, ce sont des réseaux de neurones plus classiques, on va dire. Et effectivement, ils représentent une part considérable des paramètres du modèle, souvent bien plus que l'attention elle-même. Et c'est là que les faits seraient stockés. C'est une hypothèse de recherche active. Certaines études suggèrent que oui, ces faits mémorisés pourraient résider principalement dans ces couches MLP. Mais ce n'est probablement pas si simple. Ah bon? Comment ça? Bah, il y a cette idée qui émerge, celle de la superposition. Elle suggère que ces connaissances factuelles pourraient être stockées de manière compressée et distribuée. Un peu comme si plusieurs faits ou concepts différents se partageaient les mêmes neurones, de manière entrelacée. Ce serait une forme de compression très efficace alors. Potentiellement, oui. Ça rend l'interprétation de ce que fait chaque neurone individuel très, très compliquée, mais ça pourrait expliquer comment ces modèles arrivent à stocker une quantité phénoménale d'informations dans un nombre de paramètres certes grand, mais fini. Fascinant. Ça ouvre encore tout un champ de questions sur comment la connaissance est réellement encodée et utilisée par ces IA. Tout à fait. L'attention nous aide à comprendre comment le contexte est traité, mais la manière dont la connaissance de fond est stockée et récupérée, ça reste un domaine de recherche très actif et plein de mystères. Voilà qui laisse matière à réflexion, non moi.